Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour et déjà bon début de week-end. On est vendredi et on a une émission en deux temps, deux invités. Emmanuel Adjovi, qui est ambassadeur de l'OIF en Haïti. On va parler de ce concours prix jeune journaliste en Haïti. Et en deuxième partie, on aura Lucien Jura, ancien porte-parole de Michel Martelly et de Jovenel Moïse, autour de son dernier livre, Témoignages, confidences ou trahison. Deux invités pour discuter et pour comprendre ces nouvelles initiatives. D'abord avec Emmanuel Adjovi, on va parler concours prix du jeune journaliste en Haïti. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur Leclerc-Garot, et bonjour aux téléspectateurs de Télémétropole. J'ai en face de moi un ancien journaliste. Oui, c'est vrai. J'ai envie de vous... Ça vous fait quoi d'être sur un plateau Oh, mais c'est que ça donne parfois envie de revenir. Ça vous manque un petit peu, hein? Oui, mais c'est... La vie aussi est faite d'évolution, donc c'était une étape de ma vie. Donc maintenant, je suis à une autre étape de ma vie. Donc, mais j'ai toujours plaisir à revenir sur les plateaux et à discuter souvent avec les journalistes et partager aussi mon expérience parce que j'ai été journaliste multimédia. Donc j'ai fait la presse écrite, j'ai évolué pour faire la radio, j'ai fait la télé. Donc... et j'ai même participé à la réalisation d'un certain nombre de séries. Donc, j'ai une... Tout ça, c'était au Bénin ou bien ailleurs? C'était à Montpellier et en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que j'étais par la suite au Bénin et on avait une agence qui travaillait sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Doit-on comprendre que ce concours prix jeune journaliste en Haïti, c'est votre idée parce que vous avez été journaliste? Non, ce n'est pas mon idée. Et vous voyez que les bonnes idées en matière de journalisme ne sont pas une exclusivité et que ça peut être partagé. Et lorsque c'est partagé, il ne faut que rejoindre ces idées. Et cette idée de prix jeune journaliste a été lancée par mon prédécesseur en 2015. Donc ça fait 5 ans que cette idée a été lancée. Et quand j'ai pris fonction il y a 2 ans, j'ai pensé que c'était une bonne idée et qu'il convient simplement de la bonifier. Donc c'est ce que j'essaie de faire, de l'améliorer, de voir comment faire en sorte que cela contribue davantage au renforcement de la presse d'Haïti. Donc ce n'est pas mon idée, mais c'est une idée à laquelle j'adhère entièrement. Justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer la création de ce concours, prix jeune journaliste en Haïti? Est-ce à partir d'un constat? Est-ce parce qu'il y a tellement de problèmes qu'il faut mettre les projecteurs sur les problèmes ou parce que vous voulez seulement renforcer la presse en Haïti? Je crois qu'il y a les deux. Il y a d'abord l'idée fondamentale de ce concours, c'est de contribuer à la professionnalisation du métier de journaliste en Haïti. Et la professionnalisation du métier de journaliste en Haïti amène certainement à travailler sur la stimulation, la saine émulation. Donc, faire en sorte que des journalistes qui sont dans le métier, surtout de jeunes journalistes, puissent avoir l'opportunité de s'éprouver et par la suite de démontrer leur talent. Et ce concours vise à révéler ces talents-là. Et dans cette perspective de montrer les talents qui existent, eh bien, les jeunes journalistes s'éprouvent, donnent le meilleur d'eux-mêmes et apprennent à travers cet exercice. Donc, de ce point de vue, notre concours contribue à la professionnalisation du secteur des médias en Haïti. Et je crois que ce secteur en a grandement besoin. Vous connaissez les difficultés de ce secteur. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un besoin de professionnalisation évident. Et ce concours vise à apporter sa contribution. Ce n'est pas toute la contribution, c'est sa contribution à cette problématique de la professionnalisation des médias en Haïti. 5e édition de ce concours, donc sur les 4 dernières années, que pensez-vous avoir accompli? Est-ce que vous avez pris le temps de faire un petit bilan, une évaluation de cette initiative? Voilà, il y a un bilan interne qui a été effectué au niveau de l'OIF, mais nous comptons confier aussi à un expert, un consultant indépendant
un bilan des 5 ans. Donc nous attendons fini les 5 ans et au bout des 5 ans, eh bien, nous allons confier à un consultant une évaluation externe, un audit externe de cela. Mais je peux déjà faire remarquer 2 ou 3 choses. C'est que déjà, ce concours suscite un vrai enthousiasme au niveau des jeunes journalistes. Et je peux en témoigner par le fait que dès mon arrivée, j'étais arrivé ici au mois de juin 2018, les jeunes journalistes ont commencé par me poser la question, est-ce que le concours va être maintenu ou pas? Et se posaient vraiment beaucoup de questions parce que mon prédécesseur était parti et le concours était généralement lancé au mois de mars. J'étais arrivé au mois de juin et j'ai vu vraiment qu'il y a un enthousiasme par rapport à ce concours. Et d'ailleurs, cela a revigoré mon intérêt pour le concours. Donc, il y a un vrai intérêt par rapport à cela. Deuxième élément, c'est que ce concours est un projet fédérateur, en ce sens qu'il y a plusieurs coopérations qui travaillent ensemble pour la mise en œuvre de ce concours. Plusieurs acteurs de coopération, mais également des acteurs médiatiques et d'autres acteurs qui travaillent à la professionnalisation du secteur. Donc, de ce point de vue, c'est déjà pour moi deux intérêts. Troisième élément, c'est que ce concours a révélé des talents ici et qui se sont confirmés. Je donne l'exemple de Milo Milford, qui a été deuxième du concours il y a 2 ans, et que l'année suivante, il a gagné le concours de l'innovation dans les médias au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, sur le plan mondial, si j'ose dire. Ce concours lui a permis de se préparer et par la suite, avec son entreprise, son organe de presse. Enquête Action. Voilà, Enquête Action. Et ils ont réussi à se placer sur le plan mondial. Et donc, ce concours est en quelque sorte un révélateur. Pour moi, c'est déjà des premières conclusions qui sont des conclusions encourageantes et cela mérite d'être affiné par un consultant externe qui puisse nous dire, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce concours et qu'est-ce qu'il faut aussi améliorer, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il est important, lorsqu'on fait un travail de ce genre, de prendre en compte ce qui est moins bon, les améliorations nécessaires à faire pour que le concours soit davantage au service de la jeune génération des journalistes en Haïti. L'école en Haïti, c'est le thème retenu pour cette année, pour cette 5e édition. Avant d'arriver sur ce thème précis, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous choisissez vos thèmes? Est-ce par rapport à l'actualité, par rapport à un constat? Les thèmes sont choisis par les organisateurs du concours. Donc nous nous réunissons et nous demandons à chaque acteur de faire une proposition. Et ces propositions sont soumises à discussion. Et c'est au thème de la discussion qu'on dit, oui, ce thème correspond aux besoins du pays, parce que les critères d'abord, ce sont les besoins du pays, les besoins du secteur, parce que le secteur des médias, il faut quand même dire que le rôle des médias, c'est d'abord d'être un catalyseur du débat démocratique, et deuxièmement, de répondre aux préoccupations en termes d'information, de divertissement et de formation de la société. Donc, au regard de ces critères qui sont liés au rôle premier des médias, eh bien, les acteurs proposent des thèmes et au thème de la discussion, on dit, voilà, ce thème colle bien et c'est ce qui a été le cas et c'est cela qui a amené les acteurs à décider que cette année, ce serait l'école en Haïti. Et cela tient compte aussi de l'actualité d'une certaine façon, lorsque on fait le lien avec la Covid et ces développements qui ont contraint des milliers d'enfants à rester à la maison, et cela a des conséquences inéluctables dans un contexte qui est celui d'Haïti, et où il y a déjà des problèmes structurels et aussi conjoncturels liés à l'école. Lorsque s'ajoute une pandémie mondiale de cet ordre, il est important que les journalistes s'y penchent et apportent des éléments de reportage sur le terrain et voient de façon concrète en quoi le système actuel favorise l'accès à une éducation de qualité qui est le 4e objectif du développement durable.
Est-ce que le journaliste choisit son angle ou bien est-ce que l'OIF propose des angles, c'est-à-dire le journaliste peut aller essayer de comprendre les problèmes qui existent dans le système ou l'OIF précise les angles? Non, l'OIF ne précise rien. L'OIF donne un thème, l'école en Haïti. Donc il appartient aux journalistes de regarder l'école en Haïti et aller sur le terrain parce que nous voulons des reportages, nous ne voulons pas de jus de cervelle. Il ne s'agit pas de rester là pour faire des commentaires politiques. Si vous faites ça, je crois que vous n'êtes pas du tout dans le coup. Il faut aller faire un reportage sur le terrain qui révèle un angle particulier de l'école en Haïti et par rapport aux objectifs fixés, c'est-à-dire est-ce que l'école en Haïti est une école qui garantit l'accès à une éducation de qualité, par exemple. Quelles sont les difficultés de l'école en Haïti? Donc, voir un aspect de cette difficulté. Et pourquoi pas aborder aussi des initiatives innovantes, ce que telle initiative dans tel secteur, telle ou telle personne, ou telle structure, qui a pris telle initiative innovante et qui permet d'avoir une école de qualité dans ce pays. Donc, l'OIF n'impose rien, et les organisateurs de ce concours n'imposent rien. Les organisateurs imposent un thème, et c'est dans le cadre de ce thème qu'il faut se déployer. Maintenant, sans vouloir influencer ceux qui vont participer à ce concours, j'ai envie de comprendre le regard que porte l'OIF sur le système éducatif haïtien, sur l'école en Haïti aujourd'hui. Oui, le regard que porte l'OIF sur le système éducatif en Haïti est le regard que porte l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'école en Haïti. C'est une école en difficulté, l'école en Haïti. C'est une école qui mérite d'être réformée profondément. Puisque, comme l'a dit un Haïtien, et ce qui me frappe toujours, je dis, en Haïti, dans tous les domaines, les diagnostics sont établis par les Haïtiens. Ils ont déjà tout dit dans tous les domaines. Il suffit d'aller chercher ces diagnostics. Ils nous disent qu'en Haïti, aujourd'hui, il y a autant d'écoles que de systèmes éducatifs. Donc, il y a un problème de ce point de vue. Est-ce qu'on garantit l'accès équitable à une éducation de qualité? C'est une question sérieuse, puisqu'on entend les gens dire qu'il y a une école à plusieurs vitesses. Est-ce que l'État arrive à intervenir efficacement dans le secteur? Les gens disent qu'il y a des améliorations à apporter. Est-ce qu'on arrive à avoir les infrastructures adéquates pour permettre une éducation de qualité? On voit qu'il y a des améliorations à apporter. Est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes haïtiens puissent maîtriser, avoir les outils de la science pour maîtriser la science et la technologie? C'est une question qui se pose et qui n'est pas résolue apparemment. Donc, il y a de vraies questions qui se posent par rapport au système éducatif et aussi aux acteurs du système éducatif. Est-ce qu'on a les enseignants qu'il faut au niveau du système éducatif haïtien? La question se pose. Ces enseignants sont-ils formés? Est-ce que ces enseignants disposent des outils pédagogiques pour pouvoir faire leur travail? Est-ce que ces enseignants travaillent dans des conditions, en tout cas disposent eux-mêmes des conditions qui puissent leur permettre d'être à l'aise dans leur tête et dans leur façon de vivre et apporter le meilleur d'eux-mêmes? Ce sont autant de questions qui mériteraient beaucoup de réflexion, et je dois dire à la vérité que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se préoccupe de ces questions parce que actuellement, avec les partenaires techniques et les coopérations internationales, bilatérales comme multilatérales, l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation, est en train de travailler à un plan décennal de développement de l'éducation en Haïti. Ça, c'est déjà une première réponse que d'avoir le cadre de travail. Mais tout est dans la mise en œuvre. Vous l'avez dit, ici, les diagnostics sont faits, les problèmes sont posés. Voilà, maintenant, dans la mise en œuvre, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes et mettre les moyens dans l'école. Et aussi savoir
comment dimensionner le moyen, je veux dire la répartition des moyens. Parce que parfois, on se pose des questions, que l'argent que l'État met dans l'école va où? Et il y a des questions qui se posent, ce sont des questions sérieuses et qui mériteraient d'être travaillées, d'être traitées pour qu'on puisse diriger les moyens là où on en a besoin pour que l'école haïtienne puisse nous produire d'autres anténors fumés, nous produire des Jean Pras-Maïs, nous produire des lumières. Hein, beaucoup de lumières existent en Haïti et si on ne changeait rien, il faudra des siècles pour qu'on ait des écrivains de grande qualité comme Émilie Prophète et autres. C'est une préoccupation évidente. Donc ces journalistes qui vont participer à ce concours auront du pain sur la planche et peut-être ce sera plus facile pour eux de trouver un angle parce qu'avec cette lecture que vous venez de faire, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à mettre sous les projecteurs justement. Totalement. Haïti, l'école en Haïti, le thème pour cette année, prix jeune journaliste en Haïti, 5e édition organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce concours? Comment peut-on participer? On va commencer avec cette question. Déjà, pour participer, il faut être jeune de 18 à 35 ans. Ce qui veut dire que je suis, moi, d'office exclu. Disqualifié. Disqualifié. Je ne sais pas, pour ce qui vous concerne, parce que vous avez l'air très jeune, et j'apprécie votre jeunesse. J'ai encore une chance. J'ai encore une chance. Voilà. Donc, 18 à 35 ans. Il faut résider en Haïti. Donc, il ne faut pas être journaliste haïtien, résident à Boston, à Miami et autres. Non, il faut résider en Haïti. Troisième élément, il faut être véritablement journaliste, donc apporter la preuve que vous avez des productions journalistiques, donc fournir également ces éléments de preuve en termes d'articles, en termes d'émissions réalisées, de reportages, tout ça, fournir cette preuve-là. Indépendant ou travaillant en associant à un média? Oui, indépendant ou travaillant directement dans un média. Donc, un freelance, donc un indépendant peut bien participer, mais il faut qu'il apporte la preuve qu'il est journaliste et qu'il a des productions journalistiques, parce qu'on ne veut pas de post WhatsApp ou de post Signal, tout ça, c'est très bien, mais ça ne fait pas de quelqu'un journaliste. Très bien. Donc, ça, ce sont des critères de base pour pouvoir participer. Et lorsqu'on aura terminé d'avoir réuni toutes ces conditions, il faut maintenant se mettre au travail. Et vous venez de le dire, il est important pour le journaliste de choisir un angle et d'aller sur le terrain, faire son travail. Et là, il y a des critères très clairs. Nous avons, dans le cadre de ce concours, 3 catégories. Presse écrite, radio et presse audiovisuelle. Donc, ce sont les 3 catégories du concours. Donc, vous choisissez de vous inscrire dans l'une des catégories. Bon, vous pouvez faire plusieurs catégories, le concours n'interdit pas, mais il est toujours bien de se concentrer sur quelque chose, sinon qui embrasse trop les trains. Voilà, qui embrasse mal les trains. Donc, vous choisissez votre catégorie. Lorsque vous choisissez d'intervenir au niveau de la presse écrite, vous devez produire un reportage. Un reportage. C'est un genre journalistique bien connu. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas un éditorial, mais un reportage. Ce qui nécessite d'aller sur le terrain pour produire son reportage. Vous devez produire un reportage de 1000 mots au plus. Donc, au niveau de la rédaction, vous ne devez pas dépasser 1000 mots. Ça, c'est très clair. Pour la presse radiophonique et la presse audiovisuelle, c'est 5 minutes. 5 minutes au plus. Normalement, au bout de 3 minutes 20, pour les bons formats, on a un bon reportage. En 3 minutes, en quelques secondes, on a un bon reportage. Mais comme nous savons que les Haïtiens aiment beaucoup parler et tout ça, on a ajouté quelques minutes pour permettre aux gens de s'exprimer. Donc, 5 minutes. Et chaque reportage doit être accompagné d'un pitch pour dire de façon, en quelques mots rapides, le concept note, la note conceptuelle. Alors,
on s'inscrit d'abord et on produit son reportage, non, on vient avec son reportage. On fait tout ça, on fait le reportage, et maintenant, on vient s'inscrire avec le reportage, avec toutes les pièces. Donc, il y a un lien, hein, et il faut aller sur le portail jeunesse de la francophonie, c'est-à-dire jeunesse.francophonie.org, jeunesse.francophonie.org, aller là-bas pour aller déposer, et on a tous les éléments là-dessus pour dire comment déposer. On va déposer son reportage, on va déposer les pièces qui sont demandées et les preuves de reportage qui sont demandées, parce qu'il faut, pour qu'on puisse dire que vous avez 35 ans ou un peu plus que 35 ans, il faut qu'on ait quand même une pièce d'identité qui prouve cela. Hein, que nous ayons votre CV pour savoir un peu votre parcours. Donc, ces éléments sont demandés, et quand on va sur ce portail de la jeunesse de la francophonie, on peut aller aussi sur la page Facebook du Brécal, de notre bureau régional ici. Et il y a aussi un lien là-dessus. Donc, en allant sur ces éléments, on doit aller déposer son reportage et toutes les pièces requises pour pouvoir participer à ce concours. Donc, tout se passe en ligne, pas question de monter à Pétionville et de remettre le dossier physiquement. À l'aide du numérique, je crois qu'il faut moins de contacts, surtout qu'on sait que le Covid aussi sévit, et la Covid sévit beaucoup en ce moment, et je crois qu'il faut limiter les contacts de ce point de vue et faire en sorte que le reportage puisse nous parvenir. Donc, nous avons pris les dispositions pour qu'on aille sur le site et aller déposer son reportage sur le site. On dépose tout ça et on attend quoi? Un appel, un email pour dire qu'on a été confirmé ou qu'on est le gagnant. Dès lors que vous déposez, vous recevez rapidement une notification qui vous dit votre dossier est déposé. Et là, on sait, vous savez, dès que c'est déposé, automatiquement, ça génère une notification pour dire que c'est déposé. Maintenant, le jury doit se réunir le 4 et le 5, décembre, puisque un élément important, et cela me semble particulièrement important dans ce cadre, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 30 novembre 2020 à 17h. L'heure importante. Très importante. Et 17h, j'allais même dire, à 5h PM, pour être très haïtien, à 5h PM, heure de Port-au-Prince, pas heure de Mexico, pas heure de Paris, pas heure de Kuala Lumpur, c'est heure de Port-au-Prince. C'est très très important parce que ça permet d'éviter les quiproquos. Si quelqu'un est sur le site à 4h58, à 5h, il n'a pas fini de faire le dépôt de ses pièces. Ça va s'arrêter. Ah mais voilà, c'est clair pour tout le monde. Ça va s'arrêter. Les prix maintenant. Alors, au niveau des prix, il y a d'abord, il y aura par catégorie de l'OEA. Premier et deuxième prix. Premier et deuxième prix, presse écrite. Premier et deuxième prix, presse radiophonique. Premier et deuxième prix, presse audiovisuelle. Les premiers de toutes les catégories bénéficieront d'un stage d'1 mois à l'extérieur d'Haïti. Et je peux déjà affirmer, d'ores et déjà, que le gagnant, donc le premier de la catégorie radio, ira faire 1 mois à Paris, dans les studios de Radio France Internationale, qui est notre partenaire dans le cadre de ce prix. Donc, la personne aura l'occasion de connaître les studios de Radio France Internationale ici, les Moulineaux, dans la région parisienne. Donc, les premiers de chaque catégorie auront un stade à l'extérieur. Donc, cela contribue dans le domaine qui le concerne. Dans le domaine qui le concerne. Cela contribue, une fois encore, à la professionnalisation de cette heure. Eh bien, les deuxièmes ne seront pas laissés quand même sur le carreau. Les deuxièmes bénéficieront également d'un certain nombre de prix. Il y a d'abord le monde diplomatique qui leur offre un abonnement numérique d'1 an et leur offre l'accès à ces archives depuis 1954. Pour un journaliste,
une mine d'or. C'est précieux. Pour avoir accès à cela. Ils disposeront également des tablettes sur table. Et ils pourront aussi bénéficier d'un certain nombre de formations proposées par l'UNESCO, par l'Institut français en Haïti, et bénéficieront également, pour finir, de chèques pour aller acheter des livres. Donc, il y a également des prix qui leur sont proposés, et ce serait bien que les jeunes journalistes se mobilisent pour participer à ce concours. Il n'y a pas de limite, on peut recevoir combien de participants? Non, on veut avoir tous les jeunes journalistes. Voilà. Tous les jeunes journalistes. 18 à 35 ans. 18 à 35 ans qui sont en Haïti, de Cap-Haïtien à Port-Salut, et tous les jeunes journalistes qui souhaiteraient participer n'ont qu'à aller sur le site jeunesse de la francophonie, jeunesse.francophonie.org, aller sur ce site et avoir des éléments d'information nécessaires et pouvoir participer à ce concours. L'école en Haïti, c'est le thème. Il faut produire son reportage. Au moment de l'inscription, ça doit être prêt pour être déposé. Emmanuel Adjovi, merci d'avoir été avec nous ce matin. Tout le plaisir est pour moi et je serai prêt à revenir également avec grand plaisir sur les plateaux de votre émission Le Point. Ce sera toujours un plaisir. Représentant de l'OIF en Haïti, il était avec nous pour parler de ce concours, 5e édition du concours Prix Jeune Journaliste en Haïti. Thème cette année, l'école en Haïti. Journaliste, à vos plumes, à vos magnétophones et à vos caméras. On marque la pause. De retour, Lucien Jura sera avec nous, ex-porte-parole, aujourd'hui écrivain. Il présentera son livre « Témoignages, confidences ou trahison » pour maîtriser les coulisses du pouvoir. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point de ce matin. 2 groupes d'invités. On vient d'avoir Emmanuel Adjovi de l'OIF sur le plateau. Et c'est la tournée des anciens journalistes parce que là, on va recevoir Lucien Jura, ancien journaliste. Mais la dernière fois qu'on l'a reçu, c'était en tant que porte-parole. Et là, c'est l'écrivain qui revient sur le plateau. Lucien Jura, bonjour. Bonjour Luc Niagaro, bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. C'est comme d'habitude un immense plaisir de me retrouver sur ce plateau. C'est une voix qui a manqué à la presse, hein, parce que après votre carrière de journaliste, vous avez été très présent dans la presse en tant que porte-parole. Et ça fait quoi, 2 ans qu'on ne vous entend pas vraiment 2 ans à étudier et à écrire. Donc c'était une pause, mais une pause bien utile. Et en tout cas, j'espère que les téléspectateurs et les auditeurs de Métropole pourront le confirmer le 28 novembre prochain au Caribbean Convention Center. Mais là, déjà, j'anticipe. Tout à fait. Ce sera à partir de 2h le samedi 28 novembre. Et c'est pour la vente signature de votre livre. Premier? Pas le tout premier, c'est la première publication. Très bien. En fait, c'est mon 4e texte, mais toujours pour les autres, j'estimais qu'il y avait un dernier point à ajuster sur un dernier i, qu'il y avait un synonyme qui convenait mieux qu'un autre. Du coup, j'ai tardé à les publier, mais celui-là, je me suis dit qu'il fallait le faire. Et pourquoi? Tout d'abord, je dirais que 2 préoccupations m'ont animé. Un devoir de restitution et une obligation de partage. Devoir de restitution parce que quand même, je viens de passer pas moins de 7 ans dans les coulisses du Palais National, dans les couloirs du Palais National. Et là, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui méritent d'être mieux connues, selon moi, du grand public. Et ça, c'est pour le premier aspect de la démarche. Et pour le second aspect, le journaliste que je suis, qui a fait un saut de Signal FM en tant que directeur à l'information, à la fonction que j'ai occupée pendant 7 ans aussi au Palais National, j'estime que j'ai une contribution à apporter à la presse aujourd'hui, notamment aux aspirants porte-parole, parce que au-delà des notions théoriques que j'avais apprises, il y a toute cette somme, toute cette charge expérimentale
que je traîne aujourd'hui et qui mérite d'être partagé. Et c'est fort surtout de mes débuts dans l'exercice de cette fonction. Car quand je suis arrivé au Palais National, je n'avais pas beaucoup de repères. J'ai dû m'adresser à M. Mario Dupuis, que je salue en passant, parce que lui avait quand même une certaine expérience pour avoir été le porte-parole d'un autre président de la République. Ouais, Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide. Et là, je suis allé vers lui pour lui demander quels étaient les contours de la fonction. Mais aujourd'hui, un journaliste désigné ou n'importe qui appelé à servir la présidence ou une autre institution à un niveau ou à un autre de l'État ou du secteur privé ou économique, ils pourront bénéficier de mes expériences. Ils n'auront pas à trébucher comme je l'ai fait au départ. Et mon ambition, c'est, comme je viens de le dire, d'apporter ma part contributoire. Et pourquoi pas, ceux-là qui me liront pourront peut-être aller au-delà de mes réflexions, ils pourront les questionner et ils pourront faire mieux que moi-même et les autres, nous l'avons fait, quoi. À quel niveau est-ce que Lucien Jura a tenu compte de son devoir de réserve dans cet ouvrage? Écoutez, le professionnel de la communication que je suis ne saurait s'aventurer tête baissée dans une telle démarche. Aujourd'hui, 2 ans après avoir laissé le Palais National, la présidence, cette obligation de réserve me suit encore. Elle me poursuit même. Et à chaque mot que j'écris dans ce livre, je prends le temps de bien le peser, le sous-peser. Parce que être professionnel, c'est ça aussi. Et dans une salle des nouvelles, on a des obligations. Il y a la déontologie. Quand une information vient, on doit la traiter avant de la livrer au public. Et quand on n'est pas sûr de soi, la sagesse élémentaire commande toujours de s'abstenir ou d'aller s'enquérir. Et dans le cadre de cette démarche, la toute première, officiellement, que j'ai publiée, j'ai pris très en compte cette obligation de réserve. Il fallait vraiment faire l'équilibre entre ce qu'il fallait dire, par ce qu'il faut restituer, et ce qu'il ne faut pas dire, parce que ce serait irresponsable aussi de ma part. Donc c'est cette démarche d'équilibre dans la première partie, surtout de l'ouvrage, quand nous parlons de restitution, mais la deuxième elle-même, elle est très expérimentale, la deuxième partie, et là je livre tout ce que j'ai pu acquérir comme somme de connaissances. Ces 7 ans dans les couloirs du Palais National vous ont appris quoi sur la politique en Haïti, Lucien Jura? Beaucoup, beaucoup. Et c'était une démarche très expérimentale, comment je l'expliquerais? La fonction avait ceci d'être nouvelle pour moi, en cela qu'il fallait que je fasse la transition entre le journaliste, très objectif, du mieux qu'il pouvait, du moins, et le porte-parole qui se devait de prendre position, parce que c'était quand même 6 mois après l'arrivée au pouvoir du président Joseph Michel Martelly. 6 mois auparavant, j'étais derrière la circonférence de mon microphone, et là, je devais donner à chaque candidat les mêmes possibilités. Mais un saut vers le Palais National me range automatiquement du côté du président Michel-Joseph Martelly. Du coup, ma parole... Vous portez sa parole. Justement, ma parole n'allait plus être une parole libre comme elle l'était avant d'intégrer le staff présidentiel. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait durant ces 7 ans? Entre le monde de la politique et celui du journalisme, c'est vrai qu'il y a des couloirs, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et je m'en voudrais de ne pas le dire, Luc Garo, quand on a assisté à une réunion de 6 heures, de 7 heures, la restitution pour l'affaire, c'est l'histoire de 5 minutes. Et dans la presse, surtout, généralement, ce qu'on qualifie de scandale, c'est ce qui, en principe, ne devrait pas sortir et qui a finalement pu sortir. Parce qu'il y a ça aussi. En politique, il y a des informations sous embargo
je peux disposer d'une information et malgré toute la camaraderie, l'amitié qui nous lie et ne pas pouvoir vous la transmettre parce que politiquement, cela fragiliserait le pouvoir ou me fragiliserait moi en tant que porte-parole. Et si tu as l'obligeance de lire pour nos téléspectateurs ma réflexion personnelle sur la politique, c'est au dos du livre, le deuxième paragraphe, eh bien, ça traduit amplement ma conviction, ma conception de la politique. Et suite à mon passage au Palais national... On aura beau prétendre partout, la politique restera toujours la même. On peut certes changer de scène, de décor et d'acteur. On peut même rebaptiser la pièce, lui trouver autant de titres taillés sur mesure qu'on veut. Mais une constante demeure implacablement la politique arbore toute forme d'aliénation vertueuse. Sa pratique véritable dédaigne toute juridiction de morale cardinale, en sorte que ceux qui s'y aventurent en amateur et naïvement ne connaîtront que malsaine désillusion. C'est votre position après ces 7 ans. Clairement affiché. Et j'ajouterais que durant ces 7 ans, Lucien Juras s'était tu. Je ne me suis pas exprimé. 7 ans durant, 9 ans durant, devrais-je dire, car j'ai laissé Signal FM en 2011. Je me suis tu pendant 7 ans pour laisser parler le porte-parole de Joseph Michel Martelly et celui de Jovenel Moïse. Et là, aujourd'hui, je parle. Du moins, j'écris. Oui, mais maintenant, je reviens à la question initiale. Est-ce que vous avez une nouvelle perception de nos hommes politiques, de nos hommes d'État par rapport à ce que vous avez vécu dans les couloirs du palais? C'est dans l'ouvrage, hein. Tout est dit. Il y a même un chapitre qui est consacré à cette question. C'est opposants politiques, ennemis ou adversaires. Et au final, je suis arrivé à cette conclusion. Le problème fondamental du pays, c'est parce que les acteurs ne veulent pas se mettre ensemble ou regarder dans une même direction. Si on reprend de Jean-Bertrand Aristide, première version, au président Jovenel Moïse, vous allez voir que dans toutes les déclarations de politique générale, c'est pratiquement des copies-collées. Donc, on est d'accord sur la théorie. Le dilemme, c'est quand il faut se mettre ensemble. Et l'analogie que j'ai faite, c'est celle de 3 passagers qui seraient à un point A. Le point A qui est Haïti, où est Haïti aujourd'hui. Et puis, ils estiment, là, c'est le pouvoir, c'est l'opposition, c'est la société civile. Ce point A où nous sommes n'est pas bon. C'est le point A de l'insécurité, de l'instabilité, de la misère, de tout ce que nous vivons aujourd'hui. On se met d'accord, du moins, on se dit que le point idéal, c'est le point B. C'est là qu'il nous faut mettre le pays. Mais maintenant, un dilemme se pose. Le pouvoir veut parvenir à ce point B par la voie maritime. L'opposition, elle, exige la voie terrestre. Des acteurs économiques, de la société civile et autres, choisissent la voie aérienne. Et la faute de pouvoir s'entendre sur la meilleure façon de se rendre à ce point B, on est là à patauger dans ce qui constitue malheureusement notre quotidien aujourd'hui. Donc c'est votre lecture, c'est ce que vous avez appris, mais avec Michel Martelly, c'était surtout ça, Michel Martelly. Avec Jovenel Moïse, c'était quoi? C'était 1 an. Donc, non, 2 ans. 2 ans. Donc c'était surtout Michel Martelly. Il y avait beaucoup de crises, beaucoup de scandales à gérer, Lucien Juras. Est-ce qu'à un moment, le journaliste que vous êtes était dépité parce qu'il ne pouvait pas réellement agir en tant que journaliste, dénoncer, critiquer? Est-ce qu'il y avait cette lutte à l'intérieur de vous par rapport à toutes ces crises et ces scandales autour de vous? C'est incontournable. C'est incontournable parce que journaliste, je suis. Journaliste, je resterai en dépit de tout. Les principes élémentaires d'objectivité n'arrêteront jamais de me poursuivre. Mais je sais, du jour où j'ai accepté d'être le porte-parole d'un président, que je n'allais plus pouvoir être totalement objectif. Il y a eu constamment cette lutte. Mais aussi,
Le professionnel, c'est celui qui arrive à dépasser tout ça. Et j'ai eu des situations de communication excessivement difficiles, pas seulement sous Michel-Joseph Martelly, mais je crois aussi que c'est ce qui fait la beauté de la chose. Et j'en arrive à la conclusion aujourd'hui, Luc Nergaro et chers téléspectateurs, qu'il n'y a jamais de situation de communication désespérée. Tout est une question de savoir-faire, d'art et de nuances surtout. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à développer par exemple des théories que les téléspectateurs et les auditeurs de Métropole pourront découvrir à travers ce livre. En deuxième partie. Dans la deuxième partie, je propose des théories, des principes suite aux expériences que j'ai faites. Et c'est ce qui m'a amené aussi à conclure que quelle que soit la situation de communication, il y a toujours une façon de rendre la parole. Tout est question du talent du porte-parole, car je le considère, moi, le porte-parole, comme un architecte de la pensée, cet expert de la pensée. Vous me dites que vous voulez parler du téléviseur. Ça, c'est votre pensée qui peut être à l'état brut. Et moi, l'expert, le connaisseur, l'architecte, je prends votre pensée, je ne la dénature pas. Je fais une mise en forme adaptée à mon public, à mon auditoire, en tenant compte des principes sacramentels de la communication, les principes basiques, et puis je délivre ce message. Ce matin, dans une station sœur, un confrère me demandait où est-ce que je puisais ce calme. Enfin, il l'a dit, et je ne fais que le répéter, cette sérénité. C'est parce que je suis arrivé à la conclusion aussi que si un chef d'État, un président de la République, peut avoir des adversaires qui lui lancent des flèches, mais lui, le pater familias, le garant de la bonne marche de l'État, qui doit pourvoir au bien-être des citoyens, il n'a pas ce droit. Et c'est de bonne guerre que les citoyens aient des revendications. C'est de bonne guerre qu'ils ne soient pas d'accord quand ils ne sont pas satisfaits. Ils doivent s'exprimer. D'ailleurs, notre Constitution de 1987 l'a clairement dit. La liberté d'expression, c'est aussi tout ça, mais c'est ne jamais prendre la chose de manière personnelle. Mais maintenant, Lucien Jura, c'est peut-être votre personnalité. Vous êtes quelqu'un, vous regardez aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très calme, de très serein. C'est peut-être pour cela que vous avez pu gérer des situations, je vais dire, limite catastrophiques, notamment avec le président Michel Martelly. Mais est-ce que tout porte-parole devait avoir cette faculté? Elle est indispensable, cette faculté. Quand on perd de son calme, on perd de sa lucidité aussi. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais ce n'est jamais, M. Garot, sous l'impulsion de l'émotion ou de la colère. La colère nous ravit une bonne partie de notre capacité à voir clairement les choses et à les dire également. Donc moi, je préconise ce calme parce que quand on a les éléments nécessaires pour argumenter, pour bien justifier sa position, on n'a pas besoin d'élever le ton ni de se mettre en colère. On laisse les mots faire leur travail, c'est leur vocation. Michel Martelly, c'était dans le NIP, Miragouane, a tenu certains propos désobligeants à l'égard d'une femme. Ça a fait toller dans la presse. Lucien Jura, porte-parole, doit et devait défendre son président. Est-ce qu'à ce moment, ça vous est arrivé de vous dire, mais ce serait mieux que je ne sois pas là? Ou bien est-ce que vous avez été confortable à défendre quelqu'un qui vraiment avait blessé une femme et avait quitté je vais dire, ses limites de président? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que c'est moi, Lucien Jura, qui défend de tels propos? Je n'ai pas toujours fait ça et je n'ai pas souvenance de l'avoir fait dans ce cas précis. Et ce n'est pas toujours que je partageais les positions du président Martelly dans beaucoup de situations de communication. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Quand le président a tenu des propos
mais vraiment, je dirais sévère vis-à-vis de certains confrères de la presse. Quand ça arrive, je suis en difficulté, car la presse représente mon premier partenaire. Et voilà que mon président se trouve en face de la presse. Du coup, moi, je suis dans une sorte... je suis pris en sandwich. Mais écoutez, j'ai pris dans mon livre, comme exemple, et ça a pour titre, quand les présidents compliquent la tâche de leur porte-parole. J'ai pris le cas du président Martelly, j'ai pris celui du président Jean-Bertrand Aristide, j'ai pris aussi celui du président Maniga, et je suis même allé au-delà des rives haïtiennes pour me transporter aux États-Unis. Et vous savez de qui je parle, bien sûr. Vous n'avez besoin de le dire. Tout à fait. Ou encore jusqu'au Brésil. Et vous allez le découvrir dans mon livre. Souvent, les présidents compliquent la tâche de leur porte-parole. L'attitude à adopter, on est souvent traversé par cette idée première de tout jeter, de jeter l'éponge. On se dit, mais bon, mais d'expérience aussi, je vais vous dire. Hein. J'ai compris que ces situations ne duraient jamais toute une vie. Qu'un événement emportait un autre. Et souvent, c'est ce qui nous permet de sortir de... C'est pas seulement en Haïti. Hein. Partout. Et c'est pour cela que je t'ai demandé, tu l'as fait avec beaucoup de générosité, car ce n'était pas convenu, de lire cet extrait du livre. La politique est partout la même. C'est ce que j'ai en termes de déduction. Le pouvoir, en fait, on va dire mieux, le gouvernement n'est donc pas ce bloc unitaire qui s'entend tellement bien pour réfléchir sur les intérêts de cette nation. Vous avez un passage dans votre livre où vous faites état de tensions entre ministres et secrétaires d'État. Par exemple, fait référence à Dijan Gardi et Guilherme Sedelva. Donc, doit-on se préoccuper? Doit-on avoir peur de cette réalité quand des ministres ne s'entendent pas et dire qu'on fait confiance à ces hommes pour gérer notre bien-être? Et écoutez, M. Garou, vous êtes aujourd'hui membre d'une salle des nouvelles. Vous ne vous entendez pas toujours avec vos confrères, mais il y a un cercle d'entente minimale que vous créez pour évoluer. Et à l'intérieur d'un gouvernement, ce n'est pas différent, parce que les gouvernements sont formés d'hommes, avec ce qu'ils ont chacun de personnalité, de tempérament, de caractère, etc. Bref, et le Premier ministre, lui, le maestro, bien évidemment, sous la baguette du président de la République, en fonction de sa vision, c'est comme ça que ça fonctionne. Il a pour devoir de créer cette ambiance harmonieuse au sein de son gouvernement. Mais aller demander à chaque ministre d'être le copain de l'autre, etc., ça n'arrive pas toujours. Mais les grands dossiers de l'État, quand il y a une feuille de route à exécuter, en dehors de vos susceptibilités personnelles, vous devez être en mesure de vous élever à la dimension du défi et de faire ce qui est votre responsabilité. Il nous reste 4 minutes, Lucien Jura, avant d'arriver sur l'avant-signature et les précisions qui viennent avec. Allons voir, après cette expérience de 7 ans en tant que porte-parole, vous étiez proche quand même des présidents. Au moins, vous étiez aussi coordonnateur de communication. Et oui, tout à fait. Maintenant, s'il y a une chose que vous voudriez voir changer, ce serait quoi? En fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et j'ai proposé une structure de porte-parole là, sous l'administration de Jovenel Moïse. Moi, j'apprécierais pour rester dans le domaine de la communication, j'apprécierais vivement que ce projet revienne autrement qu'il n'a été appliqué. Ça serait... Il a été critiqué, vous le rappelez? Oui, et j'en suis à des critiques aussi, pour en avoir été le promoteur principal. Ce n'est pas du tout ce que j'avais vu dans mes rêves, dans mon imagination. Mais il y aurait tellement de choses. Mais je crois, M. Garou, que ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est cette capacité de dépassement. À nous tous, hein, pas seulement aux acteurs du Palais national, je parle des acteurs en général,
que ce soit les acteurs politiques, les acteurs économiques, de l'opposition, etc. C'est ce dépassement pour nous, pour arriver à mettre en avant l'intérêt commun que représente Haïti. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de dissensions, j'en parlais dans les petits groupes humains, il y a ça, mais dès qu'on est devant ce bien commun qu'est Haïti, je pense qu'il nous faudrait être en mesure de taire nos ambitions égocentriques, égoïstes, et penser à la collectivité, nous mettre ensemble devant l'ennemi commun que représente la misère, l'insécurité, le sous-développement, l'analphabétisme, la dépendance économique, agricole, etc. Je crois que le jour où nous autres Haïtiens, nous arrivons à faire ce dépassement, eh bien, il y aura lieu d'espérer en des lendemains vraiment meilleurs. Témoignage, confidence ou trahison, un ex-porte-parole de la présidence partage ses expériences et expose sa conception de la fonction. Samedi 28 au Caribé à partir de 2h. Les conditions? Les conditions, c'est d'être au Caribé, tout d'abord. Bien évidemment, c'est un livre qui sera au coût de 2000 gourdes. Et nous avions, dans un premier temps, prévu de démarrer à partir de 4 heures. Cependant, suite à certaines sollicitations, certaines requêtes, certaines demandes, là, nous avons jugé bon d'avancer de 2 heures. Et cette vente signature, ce sera plus qu'une vente signature. Je parle même de cérémonie de vente signature. Et là, je ne vais pas vendre la mèche. Il faudra être au Caribé Convention Center. Et je sais qu'il y a des questions qui vont arriver quand on est avec Luc Nergaro. Est-ce que ce prix est aussi celui des étudiants? Voilà, est-ce qu'il n'y aura pas de considération? Il y aura certainement une considération pour les étudiants. Et pour mes confrères journalistes, bien évidemment, ça va de soi. Pour le reste, je vous attends au Caribé et on pourra en discuter. C'est le premier que vous avez publié, vous l'avez dit. Il y a peut-être 3 autres dans les tiroirs. Le prochain? Je dois discuter encore avec mes amis du Cénacle de la promotion littéraire et culturelle. Et ces amis, ces confrères qui m'ont accompagné dans cette démarche. Et là, on se fixe comme objectif justement de passer au crible des œuvres pour d'autres écrivains, d'autres gens qui aspirent à l'écriture. Ce sera avec eux de voir est-ce que je vais aller dans mes tiroirs, tirer les 3 autres qui sommeillent, les raviver, ou est-ce que je vais passer à autre chose? Bien évidemment, ce sera fortement en fonction des réactions que témoignages, confidences et trahison va susciter. Voilà. Lucien Jura, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, c'est ce qu'il me faudrait dire, mais là, je vais déroger au protocole en disant « Je te remercie, Luc Nergaro, parce que, jeune journaliste, je t'ai vu grandir, tu fais honneur à la presse haïtienne. Je ne saurais ne pas avoir une pensée spéciale pour Wendell Théodore, pour notre ami Georges Allen. Et si je laissais ce plateau sans remercier vivement le directeur de l'institution qui m'a accueilli ce matin, je manquerais à un devoir de gratitude. Monsieur le directeur général, un grand merci pour tout. Et le silence qui va suivre mon discours sera le plus éloquent, car entre vous et moi, on se comprendra en silence. À nos téléspectateurs, nos auditeurs, téléspectatrices et auditrices, un grand merci de nous avoir gratifié de leur écoute. Et pour le matérialiser concrètement, ce support ce matin, un petit tour au Caribé le 28 novembre prochain pour lire cette œuvre jusqu'à la 280e page, le nombre de pages que comporte mon livre. Cela me ferait énormément plaisir. Merci Lucien Jura, merci à vous aussi, je dois le dire, d'avoir toujours été là pour envoyer un texto, pour faire un appel quand je produis un bon reportage, un bon texte, une bonne interview. En tant qu'aîné, vous avez été toujours là pour m'encourager et encourager mon travail, mais aussi quand il y a quelque chose à corriger, de formuler les remarques. Je devais faire cette marque de gratitude, comme vous venez de le faire aussi pour Métropole et le reste. Merci Lucien Jura. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est vendredi, c'est le week-end. Prenez soin de vous. Merci de choisir Métropole. Excellente journée, bon week-end. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.